je tourne autour du pupitre, qui tourne autour du soleil, qui tourne autour d'un trou noir ou d'un autre. Mais un trou noir, est-ce un trou noir? Un ancien soleil? Ou bien juste un Alaric? Au petit matin, Alaric mange une pomme Pink Lady, qui au final devient quoi? Des bouts de pomme dans le ventre, du jus de fruits, un bout d'Alaric, un bout de bastard, ou bien juste Alaric? Regardez dehors. Il fait nuit, mais nous sommes en vie. Toute la journée, le soleil brûle. Il produit ses explosions sans cesse et nous chauffe de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il explose, ayant plus de force. Les explosions, où vont-elles? Une explosion de feu et une étoile nous envoie un peu de soi. Une explosion de joie et nous sommes légers comme l'air. Une explosion de colère et nous sommes en guerre. Une explosion d'amour et puis nous avons fait le tour. Mais qui sommes-nous? Sommes-nous un Alaric? Sommes-nous un deux bastards? Sommes-nous un membre de la joute? Un ingénieur? Un français? Un être du monde? Ou bien une étoile? Nous évoluons au fil du temps, physiquement et conceptuellement, sans constante. Nous sommes malléables et en tant qu'être réel, nous n'avons pas d'essence. Et je ne suis pas un gilet jaune. Nous avons tendance, les gilets jaunes inclus, à se préoccuper de soi-même. Sans cesse, nous restons figés entre notre quotidien, l'attribution de ressources pour soi et son entourage, l'avancement de nos causes et la réalisation de notre rôle. Mais nos rôles et nos devoirs ne sont que des constructions existant dans notre conscience humaine. Par exemple, ça n'a aucun sens de parler de matchs de foot ou de crise climatique à une entité physique comme une lune ou un soleil. Maintenant, entrons dans le royaume de l'être humain et sa vie humaine. Provenant de phénomènes physiques, un humain peut apparaître et percevoir l'univers. Au fil du temps, et avec sa capacité à réfléchir, il construit alors un narratif ou un autre expliquant le monde qui l'entoure. À force de grandir, son narratif change. Son narratif s'agrandit, s'affaiblit, s'anéantit ou se reproduit. À force de changer constamment, le narratif, lui, fait grandir, affaiblit, anéantit ou reproduit l'être chez qui il vit. L'être change sans cesse, que ce soit des propos conceptuels, sa manière de vivre ou sa constitution physique, Alaric est en constante évolution. Littéralement, Alaric est fabriqué d'étoiles plus ou moins lointaines. C'est la science qui le dit, pas moi. Et quand il ne sera plus là, une étoile apparaîtra. En tant qu'être réel, nous n'avons pas d'essence et donc rien à oublier. Bon, maintenant qu'on sait qu'Alaric n'existe pas vraiment, comment ça se fait qu'on va toujours se souvenir de lui? Vous n'avez rien compris. Bien sûr que le concept qu'est Alaric restera en vie. Mais si on regarde de plus près, le concept qu'est Alaric est différent pour chacun de nous. Même lui, il ne sait pas qui il est. Certains de nous se connaissent plus ou moins bien, ou bien pas du tout. Certains se connaissent depuis longtemps, ou bien juste depuis le début de l'année. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui a été ou ce qui sera. Car chaque jour de joute est différent. Chaque seconde est unique. Chaque Alaric est unique. Nous sommes éphémères, même si parfois on l'oublie. Une petite question de son adversaire. Du coup, je vous dis que les hommes sont la poussière d'étoiles.
de quelqu'un qui était du passé, genre par exemple une personnalité publique du passé, je me rappelle d'elle, n'est-ce pas? Et du coup, je... Juste une question. Arrête-toi, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien. On se souvient d'elle, mais c'est même le souvenir de la personne est éphémère, que ce soit l'idée ou la personne elle-même. La personne elle-même, peut-être qu'elle vit dans un monde abstrait, mais concrètement, réellement, la personne n'a pas d'essence. Elle a évolué au cours de son existence, physiquement et conceptuellement, donc en fait, elle n'existe pas vraiment. Donc il n'y a rien à oublier ou à se souvenir. Même si Stop. la personne dit... Réfutation de Quentin. Oh, non, encore une réfutation. Là, tu réponds encore une fois. Tu peux parler aussi de quelque chose dont tu vas parler dans ton discours. Tu peux aussi introduire ce dont tu vas parler. Mais s'il refuse, c'est foutu. Ouais, c'est pas grave. L'oubli n'est qu'un voile qui nous sépare de notre mémoire. Pourtant, ce voile peut être amené à disparaître avec le temps, qu'il soit court ou éternel. Or, la vie humaine est éphémère. Cependant, étant donné que chaque personne est différente, elle peut aussi avoir un impact sur soi qui reste imprimé en nous. Et c'est grâce à cette individualité de chacun que nous pouvons mémoriser cette personne. En effet, chaque personne que nous rencontrons nous fait vivre une expérience différente. Et nous apprend des choses. Et nous fait évoluer d'une manière petite, moyenne ou grande. Chaque expérience nous fait évoluer. Et c'est dans cette expérience que la personne en face de nous reste gravée dans notre mémoire et reste gravée en nous, car nous pouvons imiter son attitude, ses comportements. Et l'oubli serait de changer ses comportements. Or, des comportements acquis au fil d'expérience ne se changent pas aussi facilement. Ils restent gravés en nous. Donc, est-ce qu'on peut dire que nous oublions une personne qui nous a fait vivre des expériences alors que nous agissons de la manière que nous avons été habitués avec elle? Vous avez parlé tout à l'heure que nous sommes que de la poussière d'étoiles, entre guillemets. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Car, même si physiquement vous avez raison, nous pouvons vivre, nous pouvons réfléchir et nous pouvons nous souvenir. Or, les étoiles et tout autre astre n'ont pas de mémoire et ne sont pas vivants, tout simplement. Et c'est la différence majeure qu'il y a entre les étoiles et nous.
Donc, je pense que l'oubli qu'il n'existe pas d'oubli, car nous pouvons nous rappeler des choses qui sont passées il y a des millions d'années, comme par exemple les dinosaures. Nous pouvons nous rappeler d'eux grâce aux marques qu'ils ont laissées sur leur passage. Et du coup, je pense que grâce aux expériences que nous vivons au quotidien et grâce à notre capacité de mémoriser les choses, nous n'oublions jamais vraiment. Une question de l'adversaire. En quoi l'idée d'un dinosaure n'existe pas dans un être humain qui va mourir et disparaître à un moment? Eh bien, les dinosaures, vous êtes d'accord que nous ne l'avons jamais vu. Et pourtant, nous sommes en capacité de les imaginer et de nous en rappeler grâce aux traces qu'ils ont laissées. À toi, Lucas. Mais l'idée du dinosaure est relative à notre conception du monde actuel qui va changer au fil de l'histoire. Et le point de vue de dinosaure et d'être de ce type-là est relatif au paradigme qu'on a maintenant. Vas-y, Quentin. Je pense que même si nous évoluons, il y a quand même des choses qui restent gravées dans le marbre, comme nous l'apprend l'histoire. L'histoire ne peut pas être changée et nous nous en rappelons. Malgré le fait que nous évoluons, cela ne changera jamais. Le temps, cette ressource insaisissable que nous tentons tous d'apprivoiser, d'étirer, de remplir. Certains le tuent, d'autres le perdent, et d'autres encore le cherchent désespérément. Pourtant, nous sommes tous suspendus à un même fil, celui du temps qui passe. Apprendre à vivre, ce n'est pas seulement survivre ou répondre aux besoins élémentaires de notre existence, c'est comprendre qui nous sommes, explorer nos passions, donner un sens à nos jours, mais aussi savoir aimer, transmettre, échouer et recommencer. Apprendre à vivre, c'est de faire notre passage sur Terre un voyage significatif et non un simple enchaînement de temps qui passe. Nous avons le temps d'apprendre à vivre. Non seulement ce temps existe, mais il est précieux. Et il nous appartient à nous de le transformer en une opportunité unique de grandir. Dès notre naissance, chaque instant devient un pas dans notre apprentissage de la vie. Apprendre à marcher, à parler, à interagir avec le monde. Ces premiers gestes ne sont jamais considérés comme une perte de temps. Ils sont une base indispensable pour pouvoir évoluer et s'épanouir. Ce temps-là que nous passons à apprendre à marcher, à parler, ce sont du temps que nos parents nous consacrent, que nos proches et même nos enseignants nous offrent. C'est un cadeau. Ils le consacrent pour nous aider à poser les premières pierres qui vont faire la base de notre vie. Et même à une époque où le temps semble dilué, les gens manquent de temps, il y a un marché de l'attention à cause des réseaux sociaux, des distractions numériques, nous restons toujours maîtres du choix à utiliser notre temps comme nous le voulons. C'est à nous de décider comment employer ce temps et de le transformer en apprentissage pour enrichir notre vie. Mais apprendre à vivre ne se limite pas aux premières années de notre existence. C'est un processus qui va du début à la fin de notre existence. Car quand on vit, on expérimente. Ce n'est pas seulement accumuler du savoir-vivre, c'est plonger dans la réalité brute de l'existence. Ce sont les épreuves, les échecs, les réussites qui façonnent notre chemin.
Chaque chute devient une opportunité d'apprentissage, comme quand notre premier amour nous trompe avec notre meilleur ami, et que la leçon dont on en tire, c'est qu'il ne faut pas de meilleur ami. Vivre, c'est aussi transmettre. Le lien que nous tissons avec nos amis, nos mentors, nos proches, sont des ponts entre des individus. On reçoit de leur temps et on leur donne aussi. C'est de la transmission, c'est un cycle de partage qui prouve que nous avons le temps d'apprendre à vivre, car c'est un temps partagé, renouvelé, infini. Alors avons-nous le temps d'apprendre à vivre? Oui, sans aucun doute. Chaque instant qui passe est une pierre de plus. Ce temps, bien qu'il soit limité, reste une ressource, quelque chose que l'on peut investir, que l'on peut partager, que l'on peut multiplier, et ça à travers de différentes relations. Apprendre à vivre, ce n'est pas atteindre un objectif précis, c'est aller de l'avant, avancer, move forward avec un accent très peu bien, un pas après l'autre, en construisant un chemin qui nous ressemble. Ce temps, nous l'avons. Ce temps, il est à nous, tout comme ce temps était à nos parents et qu'ils ont décidé de nous donner afin de nous donner la chance de pouvoir vivre. Alors, saisissons-le. Faisons de chaque seconde une opportunité, de chaque instant une chance de grandir, de rêver, de transmettre, de pouvoir partager, de pouvoir donner de son temps que d'autres ont mis en vous afin que ce cycle se répète. Car si nous devons un jour quitter cette terre, quitter cette vie, autant que ce soit en ayant appris, en ayant aimé et pouvoir se dire qu'on a pleinement vécu. Une question de l'adversaire. Salut Quentin. Vous avez dit que nous sommes maîtres de notre temps et qu'il suffit de bien pouvoir le gérer pour savoir apprendre à vivre. Mais comment comptez-vous optimiser tout le temps qui vous est donné quand vous n'êtes pas forcément maître de celui-ci, puisque vous dépendez vous-même de ce temps-là et que les imprévus de la vie vont venir vous mettre face à lui et ne pas vous donner le temps en fait, de réagir? C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que les imprévus de la vie font partie des expériences. Ne pas savoir réagir à un imprévu peut certes être considéré comme une perte de temps, mais c'est du temps que l'on va gagner lorsqu'on va avoir un imprévu de la même sorte. Et ainsi, on va pouvoir mieux réagir à cette situation. Non, mais comment pouvez-vous être sûr d'avoir le recul nécessaire à comprendre cette expérience-là quand ce recul est justement vient en fait avec le temps? Car nous avons un temps qui peut sembler bizarre comme concept, mais qui est plus que ce que nous avons besoin de par le temps transmis par d'autres personnes. Ils nous ont permis de pouvoir prendre notre temps. Le nouveau-né est arrivé. Son sablier peut enfin se retourner. Le sable coule, grain par grain, et le flacon de sa poudre est plein. Passent les secondes, passent les poussières, et le nouveau-né découvre la terre. Première blessure, premier ami. Du brevet blanc à l'examen du permis. Cela doit bientôt faire 3 ans que, comme notre président, notre nouveau-né pense, de toute façon pour le permis, j'ai encore le temps. Il perd. Sauf que non, monsieur le nouveau-né. Votre sablier, depuis 21 ans, ne fait que couler. Tout comme le vôtre, d'ailleurs, qui êtes tous rassemblés ici. Comment restez-vous aussi calmement assis quand, monsieur mon contradicteur, monsieur Kérois, vous a fait perdre 4 minutes 29 de votre précieux sable? Car oui, cher contradicteur, de la taille de nos sabliers, nous sommes tous ignorants. Alors ne venez pas, par vos idées répandues, prétendre que pour apprendre à vivre, nous avons encore le temps. Car non, ce temps, nous ne l'avons pas. Apprendre, c'est par définition acquérir, par l'étude, la pratique ou l'expérience, une connaissance. Vivre, qui va au-delà de la simple définition biologique, se rapporte à traverser des événements.
connaître des expériences diverses. Alors, apprendre à vivre, ce n'est pas seulement accumuler des expériences, c'est donner un sens à ces expériences, tirer des leçons, intégrer ces apprentissages en nous-mêmes, afin d'évoluer dans le monde, avec les autres et surtout avec soi-même. Apprendre à vivre, c'est chercher à comprendre qui nous sommes vraiment, comment nous pensons et comment nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Cette notion d'apprentissage est une quête active et continue. Cela implique une réflexion constante, un recul et une compréhension des événements vécus. Cette recherche est là pour transformer chaque expérience en une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Mais bien que ce discours soit rempli d'espoir et de beaux mots, la réalité est telle qu'elle. Nous n'avons pas le temps. La vie nous offre toutes ces opportunités avec lesquelles interagir, mais ne nous offre pas le luxe de s'arrêter pour comprendre ce que nous vivons. D'ailleurs, rares sont les personnes qui peuvent dire « j'étais prêt à ce que cela m'arrive ». Les épreuves auxquelles la vie nous fait face tombent sur nous si soudainement que nous n'avons parfois même pas le temps de comprendre ce qui nous arrive. Et le rythme effréné de nos journées ne nous aide pas. Mon contradicteur a dit que nous sommes maîtres de notre temps, que nous pouvons le gérer plutôt que de le perdre. Mais ce temps n'est pas forcément perdu de façon consciente. On gaspille du temps par notre fatigue, on perd du temps lorsque l'on apprend à donner un sens aux expériences que nous vivons, car parfois nous n'avons pas le recul nécessaire pour les comprendre, et ce recul vient généralement du temps que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas en supprimant Instagram en après-midi que je vais avoir le temps nécessaire pour apprendre. Car à la différence des leçons de maths qui prennent 30 minutes à 4 heures pour certains pour être apprises, certaines expériences de notre vie nécessitent des mois, voire des années, pour être comprises ou digérées. Et d'ailleurs, ne sont pas si rares les cas où ni mois, ni années ne suffisent. La plupart de nos expériences demandent du recul et une maturité que l'on acquiert qu'avec l'âge. Il faut vivre davantage pour y voir plus clair. Pourtant, personne ne sait jusqu'à combien de temps notre cerveau va continuer de fouiller. On pourrait penser que pour économiser du temps, on pourrait apprendre par procuration. Si je n'ai pas le temps d'apprendre une vie, je n'ai qu'à utiliser les vies des autres. Je n'ai qu'à lire leurs livres, voir leurs films. Je n'ai qu'à contempler leurs sculptures ou voir leurs œuvres. Je n'ai qu'à m'imprégner de leçons qu'on a reçues des autres pour en apprendre plus sur les miennes. Mais avons-nous vraiment le temps pour ça ? Combien de films faut-il voir ? Combien de livres faut-il lire pour apprendre à vivre ? Faut-il tous les lire ? Faut-il en lire quelques-uns ? Et même si je n'en lisais qu'une poignée, aurais-je eu le temps d'avoir construit assez de recul pour comprendre la leçon qui est dictée ? C'est là qu'intervient le paradoxe. Nous avons trop à vivre, mais pas assez de temps pour apprendre à vivre. Chaque livre est une vie, chaque film une existence condensée, mais notre temps est limité, et l'apprentissage que nous pouvons tirer de ces épreuves change aussi selon les années. Combien de fois avez-vous relu un livre et changé d'avis après quelques temps ? Combien de fois, en regardant un film, vous êtes-vous reconnu en deux personnages différents ? Nous sommes submergés par l'abondance des leçons potentielles, mais limités par la rareté de notre temps. Alors même en voulant apprendre par procuration, nous restons confrontés à cette impasse. Apprendre à vivre est un idéal inaccessible dans une vie finie. Nous vivons certes, mais l'apprentissage véritable de la vie, cette quête sans fin, dépasse notre temporalité humaine. C'est là toute la tragédie, vouloir apprendre à vivre, mais se heurter, encore et encore, à la glace froide, solide et infranchissable que sont les parois de notre cerveau. Une question de l'adversaire. Vous dites que nous n'avons pas le temps d'apprendre à vivre dans une seule vie. Mais le but même d'apprendre, c'est la transmission de connaissances, transmission de savoir. La transmission de savoir que nos parents nous font de par leurs valeurs ou la manière de vivre. Tu peux la reformuler ou recommencer. Ouais, parce que... C'est quoi la question ? En fait, c'est une question forcément directe. J'arrive pas à... Ah, ou C'est on pas peut grave. permettre de dire, Pas grave. n'êtes-vous pas le fruit de toutes les Ouais, générations c'est ça. passées Ouais, c'est ça. Ah, remplace juste le début de la phrase par en quoi ? Ouais, tu mets juste Oui, en en quoi quoi. En quoi le temps, en quoi le processus d'apprentissage de nos parents n'est
politique pas un temps qui nous permet d'apprendre à vivre, enfin une perte de temps. Pardon. En gros, on voit l'apprentissage acquis par la génération passée qui nous est transmis n'est pas une forme d'apprentissage. Ouais. Parce que apprendre à vivre, c'est surtout apprendre à vivre sa propre vie. Vous allez vivre l'expérience, vous allez évidemment recevoir les conseils des générations antérieures, mais vous n'allez jamais vivre les expériences. Vous pourrez très bien vous raconter une expérience un ressenti si vous avez une expérience traumatisante, mais vous ne saurez jamais la vraie leçon que vous en tirez, et cette leçon-là n'est acquise que par le vécu plus que par les mots. Donc, vous considérez qu'un être humain qui a vraiment vécu est un être humain qui n'a jamais reçu de leçons ou de conseils de par ses parents, un orphelin. Pas du tout. On peut très bien recevoir des conseils qui vont justement nous aider à nous placer sur une certaine réponse face à un événement, mais cette réponse-là, ce sera plus à votre ressenti. Enfin, c'est votre ressenti, mais surtout, c'est surtout votre ressenti qui va forger la leçon que vous allez en apprendre, mais c'est plus par votre ressenti à vous-même que par les conseils de votre parent. Ce n'est pas en repensant aux conseils des parents face à une expérience qui va être forgée, mais plutôt par comment on va répondre à cette expérience. J'ai senti d'un coup que ça me serait égal qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait rien, nulle part. Je me suis mis à sentir par tout mon être qu'il n'y avait rien de mon vivant, rien de nécessaire et de valable, rien qui puisse plaire ou qui soit admirable. Au début, j'avais toujours l'impression que, par contre, il y avait eu beaucoup de choses dans le passé. Mais après, j'ai compris que dans le passé non plus, il n'y avait rien eu. C'était juste une impression. Alors je flânais dans les rues de Paris, l'air hagard, les bras ballants. En un sens, je n'avais plus d'existence. Je ne faisais que vivre au gré des passants qui me cognaient, des passages piétons qui m'interrompaient un temps, et des ruelles qui m'aspiraient, m'engloutissaient comme un rat dans Paris, un rat! Je trébuchais sur un pavé. Ce léger détail me fit prendre conscience d'où j'étais. Je relevai la tête, et d'un coup je compris. Je compris pourquoi j'existais, pourquoi je n'étais pas qu'un rat dans Paris. Les souvenirs refaisaient surface. Oui, ils étaient là autour de moi, l'été 83, les sorties en vélo, les sucreries que l'on piquait dans le magasin d'en face, et ces pavés même, où j'avais trébuché, me rappelaient l'époque de ma jeunesse, comme si aujourd'hui encore j'étais jeune, et comme si aujourd'hui encore cet amour d'enfance ne m'avait jamais quitté. Il était là, le temps perdu enfin retrouvé. Le temps perdu, c'est le temps passé que l'on croit perdu. Ce sont des moments de notre histoire dont on ne se souvient plus, disparus de la surface de notre esprit, des émotions oubliées. Oubliées, oui, mais pas pour toujours. Car si on en fait la recherche, c'est qu'on peut les retrouver et que l'on doit les retrouver. Donc, on va voir deux choses. Un, que cette recherche est une expérience de l'éternité, puis que cette expérience de l'éternité, elle, ajoute une dimension esthétique à la vie. Et c'est pourquoi c'est un devoir de les retrouver. Donc la recherche du temps perdu, c'est les méthodes de remémoration de ces souvenirs. C'est la manière dont un souvenir auquel on n'a pas pensé depuis longtemps peut nous apparaître dans sa pleine jeunesse, nous faire rire, pleurer, nous emplir de joie. Et parce que ces souvenirs qui paraissent oubliés ne demandent en fait qu'à refaire surface. Comme des noyés que l'on maintient sous l'eau, il ne leur faut qu'une bouée pour remonter à la surface, qu'un détail au souvenir pour nous revenir. Et dès que le souvenir sort la tête de l'eau, il prend une grande bouffée d'air et se propage dans notre corps si bien que on est comme paralysé par les émotions oubliées. Durant ce moment où notre corps entier se remplit de ce souvenir,
nous faisons l'expérience de l'éternité, d'un paradis. Et les vrais paradis sont toujours ceux que l'on a perdus. Il est nécessaire de se laisser emplir par eux quand ils nous apparaissent. C'est en ça que c'est une recherche. Les souvenirs nous surviennent involontairement, à travers des détails, mais c'est le fait d'être ouvert à ces instants, de les laisser pénétrer notre esprit, que nous sommes des chercheurs d'un temps oublié. Et cette recherche est nécessaire, puisqu'elle ajoute une dimension esthétique à notre existence. On ne fait pas que vivre, mais on existe grâce à cette éternité éphémère. On ne se limite plus qu'à une simple dimension physique, mais on transcende la vie, on vit éternellement, on ajoute une dimension esthétique. Donc le temps, en fait, n'était pas vraiment perdu. La vie ne se résume pas à une dimension passagère, mais aussi à une dimension esthétique. Et c'est celle-ci qui est source de joie. Le temps ressaisi permet à l'homme de s'exprimer dans une langue que tous les hommes parlent. Je me relevais de ma chute. Je frottais mes vêtements empoussiérés et les larmes de nostalgie coulaient à flot sur mes joues rougies. Je muais, littéralement, fini d'être une immondice, un rat d'égout. Je me disais finalement, l'essentiel est que demeure quelque part Veuillez conclure. ce dont on a vécu. Et les fêtes de famille, et les plaisirs d'enfance, et les détails du passé. L'essentiel est de vivre pour le souvenir. Question de l'adversaire. En quoi votre personnage qui trébuche sur un pavé est à la recherche du temps? Ne serait-ce pas plutôt et qui lui est tombé dessus? Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas passer votre temps à parler avec votre CG. Il fallait écouter aussi. J'ai dit que cette recherche, c'était en fait être ouvert aux détails, laisser le souvenir entrer en vous. Une fois qu'il tombe sur vous involontairement, vous le choisissez de le laisser entrer en vous et pas de le chasser. Donc pour vous, rechercher, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qui apparaît comme par magie devant soi. Donc c'est pas du tout de la recherche, c'est finalement juste prendre ce qui est devant soi. C'est pas du tout de la recherche. Mais cette recherche, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, mais la recherche, elle intervient après. Une fois que ce détail vous fait souvenir d'un événement, d'un souvenir, c'est à ce moment-là que vous décidez d'être actif ou passif, et cette recherche, elle est active. Vous choisissez de laisser ce souvenir vous rappeler toutes ces émotions oubliées. Je suis parti. J'ai laissé derrière moi ma maison jaune et ses volets verts. Je suis parti voguer des mers lointaines, jusqu'à ce que mes murs m'oublient et que je les oublie aussi. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé une odeur familière, une odeur qui me fit apparaître devant moi des images, un mirage. Je mesurais 1,20 m, les yeux écarquillés face à un écran trop coloré, et écoutant si la porte d'entrée claquait, et si elle le faisait, je courais, claquais doucement mon PC, me faufilais à travers une porte entrouverte pour me retrouver dans la chambre face à un exercice pré-rempli, le cœur palpitant, faisant semblant de travailler. C'était une odeur de liberté, une odeur d'émancipation. Et cette odeur s'est effacée quand cette pièce devint ma chambre. Vous avez défini le temps perdu comme le temps passé que l'on croit perdu. Alors dès qu'on croit quelque chose, ça devient. Donc je crois que vous êtes un inconscient, donc vous l'êtes. Ça ne veut rien dire. Donc pour vous, finalement, si on résume le temps passé que l'on croit perdu, c'est finalement le temps passé. C'est ça que vous voulez dire.
mais vous n'osez pas le dire. Le temps perdu, en effet, c'est le temps que l'on perd, c'est le temps de notre passé, en effet, mais que l'on a vraiment perdu. C'est le temps à marcher à travers les allées de Westfield dans un centre commercial un dimanche matin. C'est le temps perdu à recopier indéfiniment la multiplication de 7 ou la conjugaison du verbe avoir. Mais ne soyons pas sur une définition, sur un combat de définition, je trouve ça ridicule. Alors je vais faire un pas vers vous, parce que vous ne l'aurez pas fait. Alors pour vous, la définition du temps perdu, c'est le temps passé. Et pour le faire revivre, un grand poète, un grand auteur, a créé quelque chose. La profiterole de Proust. Si mes souvenirs sont bons. Non, globalement, même si ça vous fait rigoler, c'est que vous avez oublié l'essence du livre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. En effet, il y a une glorification de cette innocence passée. Mais Proust n'est pas un boulémique qui se contente à manger des profiteroles ou des pâtisseries ou que sais-je, des madeleines. En effet, il voit dans cette madeleine un moyen de retrouver son innocence, de retrouver cette beauté. Rechercher le temps perdu, pour Proust, c'était trouver de l'innocence. Mais, comme je vous l'ai fait remarquer, ce n'est pas vraiment de la recherche. Elle nous tombe dessus, elle apparaît comme par magie, elle arrive devant nous, devant nos yeux, écarquillés, renvoyant le passé. Et vous dites que la laisser venir vers nous, la laisser rentrer dans notre corps, c'est quelque chose d'actif. Ben non, laisser une émotion, un souvenir rentrer en nous, ce n'est pas actif, c'est passif. Donc ce n'est pas de la recherche qui est active. En fait, rechercher l'innocence dans les souvenirs passés, c'est quelque chose de capitalisme et de détruit de l'intérieur, ça n'a plus aucun sens. Rechercher l'innocence, c'est comme un vieux qui s'habille en jeune. C'est un pitre qui joue un rôle qui ne le convient pas, qui ne lui correspond plus. Rechercher l'innocence, c'est immonde, c'est un oxymore, c'est quelque chose, c'est comme dire un secret. La recherche, le passé est bien quand on le vit. Le passé est bien quand il vient par lui-même. On perd son essence quand on la cherche. En effet, si on commence à chercher les choses, à chercher l'innocence, quand on commence à chercher l'innocence, ça n'existe plus. Parce qu'il y a une réflexion derrière. Elle n'est plus pure, elle n'est plus saine. Et le temps passe, et les désirs passent, et nos buts restent. Alors au lieu de nous perdre dans le passé, cherchons le futur. Une question de l'adversaire. À moi de faire un pas vers vous sur le champ de Proust. Pourquoi, à votre avis, Proust n'a pas appelé son œuvre la recherche du temps perdu et pas, comme vous le souhaiteriez, le simple temps perdu qui me tombe sur la tête? Parce qu'il y a de l'esthétisme. Et ce n'est pas un titre qui veut dire le livre. Il y a un livre qui s'appelle Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Ça ne résume pas du tout le livre. Ce n'est pas le titre qui crée le livre. Et c'est là que c'est dommage puisque vous avez parlé d'esthétisme et exactement c'est ce que j'ai dit, c'est que la recherche du temps perdu ajoutait une dimension esthétique et vous voyez en fait la mémoire comme une sorte de boîte à tiroir magique dans laquelle on viendrait piocher nos souvenirs. Non, pas du tout. Les souvenirs nous tombent dessus et c'est justement pour ça que la recherche du temps perdu est une histoire qui raconte
l'histoire biographique de Proust qui, lui, cherche un sujet à traiter, et c'est grâce aux souvenirs dont il se souvient qu'il va trouver un sujet auquel traiter. C'est la recherche du temps perdu, C'est leur chef un peu. c'est ce récit-là, de quelqu'un qui... Bon, merci. Vas-y, Alaric. Merci d'avoir défini le mot autobiographie, je ne le connaissais pas. Alors oui, en effet, il cherche dans sa mémoire, mais il a un but, et en fait, l'essence de ce livre se trouve dans son but, qui est la création par l'art, grâce à l'innocence. Et cette Madeleine de Proust, c'est cette innocence. Et rechercher de l'innocence, ça n'existe pas. Je tourne autour du pupitre, qui tourne autour de la terre, qui tourne autour du soleil, qui tourne autour d'un trou noir. Et malgré tous ces milliers de millions de kilomètres traversés, jamais vous n'avez défini un seul des termes du sujet, monsieur. Et cela marque bien la seule constante de votre discours. Car oui, des constantes, il y en a dans la vie. Et c'était là, sa nullité. Puisqu'en effet, monsieur, ce n'est pas vous qui êtes nul, c'est vos arguments qui le sont. Car ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exercice de la plaidoirie. Du plaidoyer, si vous le voulez, mais peu importe l'exercice, ce qui compte, c'est de défendre un sujet. Alors, comment défendre que nous sommes voués à tomber dans l'oubli, quand dans l'éternité qui nous suivra, nous retiendrons cette performance désastreuse? Car oui, l'expérience des autres personnes dans cette pièce, c'est bel et bien là, ce qui va faire notre éternité qui n'est pas éphémère. C'est un oxymore. Et oui, l'expérience de chaque personne se retransmettra au fur et à mesure, et au final, un fragment de votre existence, de votre essence, sera bel et bien transmis dans des dizaines et des dizaines de générations. Car vous laissez des traces partout où vous allez dans l'existence, votre existence laisse des traces dans l'univers. Et cela, vous ne l'avez pas compris. En revanche, ce qui a laissé des traces chez vous, c'est visiblement Alaric, qui, bien qu'il ne soit pas votre contradicteur, a été cité 6 fois dans votre discours. Donc, monsieur, s'il vous plaît, la prochaine fois, concentrez-vous sur votre sujet. Car oui, les explosions, où vont-elles? Je ne sais pas, mais votre équipe, en tout cas, elle a explosé. Car dès l'orateur suivant, on a là non pas une erreur de définition, qui était bel et bien présente, je vous en félicite. En revanche, là où je ne vous en félicite pas, tel un professeur, c'est par rapport à l'apprentissage. Car l'apprentissage, c'est un processus. Vous le savez, nous sommes dans une école d'ingénieurs, de commerce pour certains. Quand nous avons appris quelque chose, eh bien, ce n'est pas fini. Nous n'avons pas réellement appris quelque chose, puisque nous pouvons l'oublier. Nous devons constamment renouveler ce savoir. Et qui plus est, au cours de notre vie, peu importe si elle se finira aujourd'hui, demain, j'aurai appris pendant tous les jours qui ont précédé cette fin. Et donc, apprendre à vivre, c'est ce voyage significatif. L'importance dans le voyage, c'est pas la destination, c'est le chemin qui a été parcouru. Et pendant ce chemin, nous pouvons apprendre à vivre. Nous pouvons tirer les leçons des expériences qui sont passées. Et ne serait-ce que quelqu'un qui nous donne son expérience passée, c'est une expérience en soi. Alors même si oui, nous n'avons pas vécu les expériences traumatisantes dont certains peuvent nous parler, cela ne nous empêche pas d'en tirer nous-mêmes des conclusions, même si ce ne sont pas les mêmes que eux ont tirées. Et donc oui, nos parents nous transmettent bel et bien leurs expériences. Alors ce n'est pas une réplication, puisque nous ne sommes pas des clones, mais c'est une expérience quand même. Alors, ce processus d'apprentissage, en réalité, c'est un processus qui, même si on a vu plusieurs fois le même film, et ben à chaque fois qu'on le voit, on va de nouveau apprendre des choses. Donc quand on nous explique une expérience traumatisante, à chaque fois qu'on la vit, nous allons apprendre de nouvelles choses.
Donc oui, nous avons bel et bien le temps d'apprendre à vivre, puisque quand nous vivons, nous apprenons, et quand nous apprenons en vivant, nous apprenons à vivre. Ainsi, monsieur, si vous avez trébuché sur un pavé, vous vous êtes peut-être dans le même temps cogné la tête, ce qui vous a fait oublier certaines choses. Alors visiblement pas votre texte, puisque vous le connaissez très bien, mais peut-être d'autres souvenirs. Et ces souvenirs-là, vous ne les retrouverez pas. Mais donc, monsieur, précisément en les cherchant, ces souvenirs, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps puisque vous ne pourrez jamais les retrouver. Vous recherchez quelque chose qui est inaccessible. Et donc, ces souvenirs-là qui sont véritablement perdus, ils ne sont pas égarés, ils ne sont pas Veuillez juste conclure. perdus de vue. Simplement, j'ai senti dès le début que ça me serait égal, cette plaidoirie. Que l'on gagne ou que l'on perde. Simplement, la différence se fera dans l'équipe qui aura compris ces sujets. Une question de l'adversaire, Thomas. Thomas reste là, Thomas reste là. Monsieur, en vous écoutant, on comprend très bien que nous apprenons continuellement à vivre, mais à aucun moment vous nous dites quand est-ce que l'on finit d'apprendre réellement à vivre, et seulement à ce moment-là, on pourra dire qu'on aura appris à vivre. Mais monsieur, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage c'est un processus. Donc, l'apprendre à vivre se fait pendant notre vie. Donc, pendant toute notre vie, nous avons le temps d'apprendre à vivre. Oui, bien sûr. Et nous n'avons pas fini, mais peu importe. Quand je télécharge un fichier sur Internet, j'ai un temps qui est affiché, et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Le sujet est « Avons-nous le temps d'apprendre à vivre ?», ce qui a comme écho le fait que, à un moment donné, cet apprentissage doit être fini. Ma question est « Quand ?» Déjà, le sujet c'est apprendre à vivre et non pas télécharger un film. Et donc, quand vous téléchargez un film, donc vous avez le temps de télécharger, vous êtes en train de télécharger le film. Et donc, vous êtes en train d'apprendre à vivre. J'apprends. Tous les jours, j'apprends un peu plus. De par ce que je fais dans la journée, ce que je lis, ce qu'on me raconte, j'apprends. Et avec cette expérience, j'ai appris que le storytelling, notamment en débat parlementaire, est très mal vu. Pour une fois, je suis en plaidoyer. Permettez-moi donc d'en faire un petit. En 1657, un galion avec 250 personnes à bord, échoue quelque part au milieu du Pacifique. Parmi ses passagers, une femme enceinte. Que sont-ils devenus? Le bébé a-t-il survécu? Le bébé a-t-il laissé une trace dans l'histoire? Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons même pas si cet enfant est né. Il est tout simplement tombé dans l'oubli. Personne ne se souvient de cet enfant qui a vécu il y a 400 ans. Personne. Car nous n'avons pas de traces. Nous n'avons pas un travail de mémoire. Si aujourd'hui, nous sommes conscients des dangers de l'antisémitisme, si aujourd'hui nous savons ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est grâce au travail de mémoire que l'on doit aux survivants. C'est grâce au témoignage de ce qui s'est passé dans les camps.
Mais sans ce travail, sans cette recherche qu'il y aurait eu, nous n'en saurions rien. Cela aurait été effacé comme tant d'événements, comme tant de personnes au cours de notre vie. Et revenons à cet enfant. Admettons qu'il soit né. Admettons. Combien de temps a-t-il vécu? Disons 12 ans. Sur une île déserte. Ses parents sont morts. Il n'a personne. A-t-il appris à vivre? A-t-il trouvé l'amour? Une chèvre, peut-être? Je ne sais pas. Vous l'avez dit vous-même. Apprendre à vivre, c'est apprendre à développer ses sentiments. Apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Comment aurait-il pu? Quand est-il mort? À quel âge? Voilà le problème de notre discours. La finalité. À aucun moment, ni vous ni votre CGE n'a parlé de la finalité. Quand j'apprends ma leçon, je la connais du début à la fin. Quand j'apprends ma leçon sur la guerre de 100 ans, je sais quand elle commence, quand elle finit, ce qui s'est passé. En vous écoutant, l'apprentissage est un flux libre. Il n'y a pas de finalité, et au final, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais dans ce cas-là, avons-nous le temps si nous n'avons jamais fini? La réponse est non. Tout simplement, s'il n'y a pas de fin à l'apprentissage, on n'a pas le temps d'apprendre tout ce qu'il y a à connaître. Et puis un jour, quelqu'un se balade sur un site d'enchères. Oui, cela part un peu à l'ouest, mais en se baladant, il voit un médaillon. Et là, il se dit, tiens, ce médaillon me dit quelque chose. Ma grand-mère, sur les photographies, avait quelque chose de similaire. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Tiens. Alors que va faire cette personne? Elle va réfléchir, aller dans les albums photos, parler à sa mère, peut-être. Elle va essayer de se souvenir de ce qu'est ce temps perdu. Et on vous l'a dit, notre définition de la recherche du temps perdu, c'est la manière dont tout se souvient. Maintenant, cette manière, quelle qu'elle soit, on s'en fiche. Si c'est en trébuchant sur un pavé, c'est en trébuchant sur un pavé. Si c'est en sentant un parfum, c'est en sentant un parfum. On vous a donné notre définition, qui, d'ailleurs, n'est pas sans rappeler celle de Proust. Et monsieur, un peu d'effort, c'est des madeleines, faire de l'humour, tout ça, bon, très bien. Et si vous aviez lu le livre, vous sauriez qu'en réalité, ce sont des biscottes. Passons. Donc cette recherche du temps perdu, bien sûr que Veuillez elle est conclure. importante. Alors je vous le dis, finalement vos discours étaient là. Ils avaient du sens, mais ils n'ont jamais été terminés. Ah ouais. Une question de l'adversaire. Monsieur, pourquoi suis-je voué au même sort qu'un enfant mort-né à bord d'un vaisseau en 1657? Qui vous dit qu'il est mort-né? Nous n'en savons rien. Mais bon, disons qu'il est mort-né. Vous sortez de cette salle, l'ascenseur nage, vous mourrez. Pareil. Ce n'est pas parce que je prends l'exemple d'un enfant que vous êtes un enfant. Je prends un exemple, à vous de l'adapter à votre monde. J'espérais que vous seriez un peu plus intelligent que ça. Alors monsieur, j'espérais que vous compreniez votre propre métaphore, puisque un enfant qui est mort-né, précisément, on ne se souvient pas de lui puisqu'il est mort-né, et donc il n'a pas eu le temps de vraiment exister. Bon, on pourrait voilà. Et donc, pourquoi moi qui ai existé, vous avez tous mon souvenir, au moins j'espère, dans la classe, pourquoi suis-je voué à avoir le même sort qu'un enfant qui n'a pas vécu? Monsieur, j'espérais que vous poseriez une question similaire. Nous sommes des êtres humains qui tournent autour du soleil
sur une petite planète bleue. Non. À l'échelle de l'univers, nous ne sommes rien. Demain, un astéroïde percute notre planète. Qui se souviendra de vous, de ma peau trace? Nous serons tous morts. Il n'y aura plus de traces de votre existence. Alors, pour parler à l'échelle humaine, j'ai pris l'exemple d'un enfant mort. Pour parler à votre échelle, je prendrai l'exemple d'une planète. Ouh.